Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le temps entre deux aventures. Enfin, même si venir à Paris, c'est un peu une aventure aussi. Tu es donc aventurier, réalisateur. Tu es l'auteur de Marche au désert, au désert sur le chemin de Saint-Guilhem. Oui, c'est mieux là. Publié en janvier 2024. Et tu partages tes aventures en France sur les réseaux sociaux avec plus de 150 000 abonnés. Et enfin, tu as ta propre émission de télé, Antoine l'Aventure, diffusée sur Canal+, surtout destinée à la jeunesse. Bon, je ne sais pas moi qui vais faire ta biographie, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, dire un peu plus sur ton parcours, d'où tu es originaire, où tu as passé ton enfance, parle-nous de ta famille peut-être. D'accord. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci aux éveilleurs de m'avoir invité ce soir. Je suis très content d'être là et très content de voir que vous êtes aussi nombreuses. Alors, donc oui, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans. J'aime bien en soirée dire que je suis aventurier parce que ça fait rigoler et c'est assez inattendu. Mon vrai métier, en vrai, c'est d'être réalisateur et parallèlement à ça, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai grandi à Dijon. Alors, je parle de ma famille. Bon, j'ai deux sœurs. Je suis l'unique garçon d'une fratrie de trois. Ma mère m'a mis au scout assez jeune, quand j'avais 7 ans. Je me rappelle très bien, j'étais dans la voiture, on rentrait de l'école, elle m'a dit Antoine, ce week-end, tu pars en week-end scout. Voilà, j'étais inscrit et je me souviens lui avoir fait la gueule pendant tout le trajet retour parce que j'avais des a priori sur les scouts. Pour moi, c'était des gamins très bruyants, très sales. On n'est pas si loin de la réalité, hein, finalement. Et le premier week-end, donc c'est un fiasco. C'est très fort le son, non? Non? Ou c'est moi qui... Ça va au fond? Ouais? Ouais, ok. Le premier week-end, ouais, c'était un fiasco. Il a plu tout le week-end. On était trempés. On est rentré chez nous. On sentait le feu de bois et la saucisse purée. Et je me suis fait une promesse intérieurement, c'était de jamais retourner au scout de ma vie. Et en fait, j'en suis ressorti de mon plein gré à mes 23 ans, quasiment 15 ans plus tard. Voilà, donc je considère que le scoutisme m'a énormément formé, m'a donné le goût du dépassement de soi, le goût de l'effort, une certaine appétence pour l'intranquillité, la découverte de la nature, la compréhension de son environnement, l'esprit de camaraderie et plein d'autres valeurs, voilà, qui me constituent aujourd'hui. Et puis ensuite, pour parler de mon parcours brièvement, parce que je ne vais pas vous retracer toute ma scolarité qui n'a pas été très brillante en plus, j'ai fait donc une école de cinéma à Paris. Et puis à l'obtention de mon diplôme, au lieu de travailler dans le cinéma, je suis arrivé sur les bancs de la télévision, où j'ai commencé à être assistant de production pour une émission d'histoire qui s'appelait L'ombre d'un doute, qui était présentée par Franck Ferrand à l'époque, qui n'est plus diffusée aujourd'hui. Et donc, à l'occasion de cette émission, je voyage partout en France. On me remet une voiture de location, on me remet du matériel. Et je commence à voyager partout en France pour les besoins des différents tournages. Et c'est au cours d'un tournage sur François Ier, dans le Luberon, justement, où je me rends compte de deux choses. Je me rends compte, la première chose, de la beauté de cette région que je découvre. Et le deuxième constat, qui est un peu doux amer, c'est que je me rends compte que je ne connais pas mon pays et que je suis complètement étranger à mon propre pays. C'est-à-dire que j'ai 23 ans à l'époque, et hormis les régions que j'ai arpentées avec mes parents, les régions où il y a ma famille, les régions où on partait en vacances, et ben en fait je me rends compte que je connais absolument pas mon pays. On est en 2017 à ce moment-là, et je décide de vouloir changer un petit peu les choses, et je me dis que je dois certainement pas être le seul jeune de ma génération, et potentiellement des générations à venir, à méconnaître à ce point-là son pays. Donc je me mets en tête à ce moment-là d'essayer de monter une émission pour les enfants, parce que je me rends compte qu'en fait, il n'y a aucune émission qui parle de patrimoine naturel pour les enfants, aucune émission qui cherche à faire découvrir la France aux enfants. Et je me dis qu'il y a un créneau à prendre. On est avant le Covid à ce moment-là, donc les voyages en France, c'est pas vraiment hyper à la mode. Et je galère pendant 2 ans en fait, à essayer de monter cette émission. Pendant 2 ans, les sociétés de production me disent que l'émission est cool, enfin le projet, le sujet est cool, mais qu'ils ne recherchent pas ça pour le moment. Et donc, au bout d'un moment, un petit peu fatigué de tous ces refus, je décide de prendre mon sac à dos, de mettre mes chaussures et de traverser les Alpes en solo, à pied, donc sur le GR5.
C'est une très très belle randonnée que je vous conseille de faire. Ça m'a pris 26 jours. Et pendant ces 26 jours, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait. En fait, il y avait des gens qui s'abonnaient au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte donc que je ne me trompais pas de sujet, que je ne me trompais pas de message, que les gens avaient envie de découvrir la France et que ça les touchait d'une certaine manière quand ils entendaient parler de leur région, des coins qu'ils connaissaient, et puis aussi de découvrir des coins qu'ils ne connaissaient pas du tout, quoi. Donc je me suis accroché et puis le but ça a été de continuer à faire d'autres aventures, comme je les appelle comme ça en France, des aventures donc accessibles pour emmagasiner un max d'abonnés, comme on dit aujourd'hui, et puis ensuite redémarcher les boîtes de prod, donc les sociétés de production, c'est des intermédiaires entre les présentateurs et les chaînes de télé, avec ce capital d'abonnés là, quoi. Et donc ça a marché après le Covid, parce qu'aussi il y avait une conjoncture qui faisait que les voyages en France étaient de nouveau à la mode. Comme on ne pouvait plus voyager ailleurs, on s'est rendu compte qu'en fait notre pays était pas si mal. Et voilà, et donc ça a marché à ce moment-là. Et donc là, cette émission, maintenant ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle existe. Je vais tourner une 4e saison normalement cette année. Et voilà, et tout marche bien. Ouais, c'est cool. Impeccable. Mais du coup, tu n'étais pas forcément un enfant aventurier. C'est arrivé après, au fil des années. Peut-être avec tes parents t'ont emmené. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance qui t'ont particulièrement marqué, qui ont nourri ta passion pour les grands espaces et les défis, ou vraiment c'est arrivé Non, c'est vraiment arrivé. Le goût du dépassement, le goût de l'effort, je l'ai vraiment nourri par le scoutisme. Et ensuite, vraiment cet appétit pour découvrir la France, ça fait vraiment 5 ou 6 ans que je le nourris, mais c'est pas né avant, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé assez tardivement. Oui, donc c'était pas une vocation née d'enfance, c'est quelque chose qui s'est construit au fil des années. Et est-ce que dans ton parcours, tu as eu des figures inspirantes, peut-être des personnes, des auteurs, je ne sais pas, que tu as pu côtoyer au-delà de ta famille, qui ont influencé ton regard et qui t'ont poussé à te lancer et à te dire que ça pourrait marcher Alors, des figures qui m'ont lancé, pas vraiment, mais j'ai beaucoup de figures inspirantes aujourd'hui. Alors, j'ai une affection particulière pour Stéphane Bern, parce qu'il est passionné en fait par l'histoire de France, et moi les gens passionnés ça me passionne. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de le remercier pour ça, de m'avoir transmis en fait cet amour qu'il a pour l'histoire de France, cet amour qu'il a pour le patrimoine, pour les vieilles pierres. Moi il m'a vraiment sensibilisé à ça. Ensuite j'aime énormément le photographe Vincent Munier. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, il est parti, il est assez connu récemment puisqu'il est parti avec Tesson photographier la Panthère des Neiges. Mais Munier, moi ça fait longtemps que je suis son travail et je l'aime énormément parce que c'est quelqu'un qui cherche à nourrir vraiment sa capacité d'émerveillement. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même, qu'il s'émerveille autant devant une panthère des neiges qui est un animal très rare et très discret, très difficile à capturer, que devant une petite mésange bleue au fond de son jardin. Et cette capacité d'émerveillement, elle est très importante aujourd'hui dans notre monde, parce que c'est un constat peut-être un peu noir, mais je trouve qu'on ne s'émerveille plus assez. Et il y a une phrase qui est très belle, qui ne me quitte pas, qui est de Chesterton, qui dit que le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. Voilà, donc moi j'essaye à mon tour d'essayer de cultiver cette capacité d'émerveillement en traversant les paysages que je traverse, putain de pléonasme, en regardant voilà, en contemplant ces paysages-là, j'essaye vraiment voilà, de mesurer cette chance que j'ai et de m'émerveiller quotidiennement. Mais du coup, ça a été un peu tu t'es lancé dans une formation d'audiovisuel. Et même avec cette formation d'audiovisuel, ça visiblement, tu as un peu déjà répondu à la question, mais tu as eu du mal à rentrer dans ce monde-là, tu as un peu galéré. Est-ce que tu peux te lancer sans avoir eu de formation d'audiovisuel là-dedans ou de cinéma? Quand on fait de la vidéo, avoir une formation audiovisuelle, ça aide quand même. Donc après, maintenant, oui, sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut se lancer. D'ailleurs, je vous invite vraiment tous aujourd'hui à vous saisir de cet outil formidable et de l'utiliser à bon escient. Mais c'est assez facile aujourd'hui de faire des vidéos virales. Et si on arrive à faire des vidéos virales avec des sujets, avec de l'enjeu, des sujets d'actualité, etc., là, on gagne tout, en fait. Donc si jamais vous avez des idées, venez, on en parle après la conférence. Et moi, je vous file quelques tips pour vous lancer sur les réseaux. Mais c'est important, il y a un combat culturel à mener là-dessus.
Enfin, le terme de combat est un peu fort, mais en tout cas, il y a des vrais enjeux culturels. Donc voilà, il faut s'en saisir. Et on se pose toujours la question comment on se rémunère dans ce genre de métier. Est-ce que tu as des partenariats? Je crois que tu as notamment un partenariat avec la SNCF, non? Oui, qui est assez récent, mais c'est pas vraiment. Moi, je suis pas sur Instagram pour faire des partenariats, ça m'intéresse pas trop. Moi, je partage vraiment ma passion. Des partenariats, d'ailleurs, j'en fais assez peu. J'ai un cahier des charges qui est très strict et je rembarque quasiment tout le monde dans mes mails. Il faut que la marque soit française, il faut qu'elle soit engagée pour l'environnement, il faut qu'elle corresponde à ma ligne éditoriale. Donc, ça fait quand même pas mal de. J'ai pas trop de place pour les NordVPN et compagnie, quoi. Donc non, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est de voilà, continuer de partager ma passion. T'es pas rémunéré au nombre de vues sur Instagram. Tu l'es plus sur TikTok, mais cette application, j'évite d'y aller. Et, euh, et ouais, non, voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je recherche, en tout cas sur les réseaux. Bah, passons justement maintenant à ton parcours d'aventurier et projet Antoine Explore la France. T'emmènes tes abonnés dans des aventures à travers toute la France. Qu'est-ce qui te motive à partager tous les jours ça avec ton public? Est-ce que parfois tu fais ça pour toi ou est-ce que parfois tu fais ça juste pour les personnes qui te suivent? Il y a cette notion de partage en fait et de transmission qui m'anime énormément. Moi, j'ai cette chance d'être vraiment passionné par le patrimoine naturel français et cette chance de pouvoir voyager en France et de dépayser et vivre de belles aventures. Donc, il y a vraiment cette volonté de pouvoir le partager. J'ai pas envie de le garder pour moi, j'ai vraiment envie de le transmettre à ma génération et aux générations futures. Donc, non, généralement, quand je pars pour moi déjà parce que ça me fait du bien. Et ensuite, il y a vraiment aussi cette dimension de transmission qui est nécessaire et vraiment importante en fait. Donc voilà, j'ai eu longtemps du mal en fait à trouver ma place entre ces deux trucs-là parce que c'est vrai que je prône un peu la déconnexion, des valeurs simples, le fait de se retrouver en nature et puis de se reconnecter à quelque chose de plus essentiel. Et parallèlement à ça, enfin paradoxalement, j'ai toujours mon téléphone qui est dans le prolongement de mon bras pour faire des stories, des lives et des posts Insta. Donc ça peut paraître un peu contradictoire, mais et au début j'avais un petit peu du mal avec cette dualité. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me remerciaient pour le partage. Et au début, ça tiltait pas trop, et je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, le partage, qu'est-ce que c'est? C'est de te priver volontairement d'une partie de tes richesses pour l'offrir gracieusement à ton prochain. Donc, moi, mes richesses, c'est pas du temps, c'est pas faire une story Instagram qui me coûte quoi que ce soit, mais c'est justement cette transmission d'amour sincère pour son pays, d'émerveillement, encore une fois, de découverte, de curiosité que j'essaye justement de partager. Très bien. Et comment tu choisis tes destinations, les lieux que tu souhaites explorer? On voit dans tes vidéos, parfois, il y a des lieux vraiment très reculés. On se demande comment tu as trouvé ça et pourquoi tu choisis un lieu plutôt qu'un autre. Alors déjà, je vais vraiment dans les régions que je connais pas. Même les régions qui sont pas hyper attirantes. Par exemple, je suis allé en Creuse récemment. La Creuse, ça fait rêver personne. Et ben c'est canon. Vraiment, c'est super beau. J'ai descendu en canoë un grand canyon dans la vallée des Peintres. C'est un des berceaux de l'impressionnisme et je vous conseille vraiment d'y aller au mois de mai-juin. Il y a des couleurs de partout, c'est absolument superbe. Donc voilà, donc les régions que je connais pas trop, qui de prime abord sont pas hyper touristiques, il faut les connaître parce que on est bien dans son pays, on est bien dans ses baskets uniquement quand on connaît bien, quand on connaît à fond. En fait, c'est exactement, moi je compare souvent l'amour d'un pays à l'amour d'une personne. On aime vraiment quelqu'un quand on le connaît sur le bout des doigts. Donc voilà, j'essaye de connaître mon pays au maximum. Et après, je me balade beaucoup sur Google Maps aussi, avec tu sais, le petit bonhomme jaune que tu peux mettre un peu partout. Et j'essaye de trouver des points où les petits points tout seuls au milieu de grands paysages. Et parfois, je trouve des endroits complètement improbables. Et j'essaye de trouver une gare, un train, un bus, quelque chose pour le rejoindre, quoi. Et ça part comme ça après.
Et sur place, comment ça se passe? Parce que je suppose qu'il y a quand même une grosse logistique, un peu de caméra et d'aspect de réalisation. Est-ce que parfois ces aspects techniques, on t'a un peu parlé déjà des réseaux sociaux, mais cet aspect technique de devoir préparer la vidéo prennent pas trop le pas sur l'aspect découverte, aventure? Est-ce que parfois ça te met pas dans... Bah, je différencie vraiment deux choses. Il y a mes tournages pour Canal où là je suis vraiment dans une configuration de tournage avec 3 jours où c'est très cadré, où en fait il y a un script à respecter et il y a une liste de plans à faire. Donc j'y vais vraiment pas pour découvrir mais pour travailler. Donc on se pointe dans les paysages, on pose la caméra, je dis ma phrase, toc, ensuite on remballe, on va dans un autre endroit. Dans un autre endroit. Donc là comment dire, c'est très structuré. Et ensuite, quand je pars faire mes petites expéditions solo, j'emmène quasiment pas de matériel, quoi. J'ai mon téléphone, j'ai un drone et quelques micros pour faire du bon son. Et c'est tout. Et après, c'est vraiment du feeling. Encore une fois, moi, sur ce que je crée sur Instagram, c'est vraiment quelque chose que je veux authentique et quasiment instantané. En fait, je réfléchis pas du tout à ce que j'ai envie de raconter. Je partage vraiment de l'instant, de l'émotion et ma découverte du moment, quoi. Et est-ce que tu as un lieu ou une expérience qui t'a particulièrement touché là, parce que maintenant t'as dû en voir. Est-ce qu'il y en a un vraiment, tu te dis, il faudrait que j'y retourne tous les jours, quoi. Pas Paris, hein, mais... Ouais, non, certainement pas Paris. Euh, Visiblement, le Vercors, tu y retournes demain, tu y étais déjà... ouais, le Vercors, j'aime bien. J'y retourne demain pour essayer d'aller pister des loups. Voilà, je les ai entendus la dernière fois, je sais à peu près où ils sont et je vais essayer de provoquer la rencontre, mais on va voir si ça va bien se passer peut-être. Non, en fait, il y a énormément de régions différentes en France. Ce genre de questions, elles sont très difficiles à répondre parce que chaque expérience est unique. J'ai descendu la Loire en n'ayant jamais fait de canoë de ma vie avant. C'était une première qui était absolument incroyable. J'ai vu des paysages de dingue, beaucoup d'animaux. Le sommet du Mont Blanc, c'était une expérience aussi incroyable. La traversée du Jura, du Vercors en raquette, c'était fou. Le chemin de Saint-Guilhem, où je suis parti sans nourriture en essayant de me nourrir exclusivement du sauvage, c'était une sacrée expérience aussi. Non, moi je suis plutôt à la recherche de quelque chose d'inédit et que j'ai jamais fait en tout cas. Et justement, est-ce qu'il y a toujours de l'imprévu? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, mais en fait, pourquoi je me suis mis là-dedans, perdu au milieu de nulle part Bah oui, oui. Là, cet hiver, j'ai fait pas mal de bivouacs hivernaux. Donc où tu dors avec ton sac de couchage à même la neige, ou alors parfois dans une tente si la météo est vraiment vraiment pas bonne. Et oui, la semaine dernière, il neigeait dans ma tente et je me suis réveillé avec le sac de couchage qui était à moitié enseveli sous la neige. Mais c'est rigolo parce que tu sais qu'après ça reste pas très longtemps, quoi. C'est en fait quand tu fais un peu le point euh, sur ta santé physique, ton matériel, tu te rends compte que tu as toujours tes deux jambes, tes deux bras. Si tu as faim, tu manges, tu as à manger. Si tu veux te mettre à l'abri, tu peux te mettre à l'abri. Et voilà. En fait, je suis assez prudent quand même, mine de rien. Et je cherche pas à me mettre dans des situations où ça pourrait vite dégénérer. Justement, tu dis si on cherche de la nourriture, on en trouve. Parlons de ton livre Marche au désert sur le chemin de Saint-Guilhem. Tu racontes une aventure où tu as parcouru, je crois, 240 km en totale autonomie et en te nourrissant que de ce que tu trouvais, des plantes. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre une telle épreuve et après à écrire un livre? Ça, c'est vrai que c'était un sacré défi parce que bah, en fait, je suis pas végétarien. Donc manger des plantes pendant quasiment 10 jours en essayant d'enquiller 25 km par jour, c'était quand même un sacré défi. Moi, je me suis fixé cet objectif-là au début un peu dans une logique survivaliste, dans l'idée de me dire, voilà, un grand aventurier, qu'est-ce que ça fait? Ça survit. Bon, bah, survivre, ça veut dire trouver sa nourriture, la cuisiner soi-même, et voilà. Donc j'ai eu cette idée un peu farfelue de partir marcher donc, sur ce très beau chemin que je vous conseille de découvrir, qui relie en gros les plateaux de l'Aubrac à la Méditerranée. Et en fait, ça passe par des régions complètement désertes en France. Donc il y a l'Aubrac, les Cévennes, les plateaux du Larzac et tout. Et c'est sublime, enfin, il y a vraiment des paysages à couper le souffle. Et donc, il fallait que je trouve ma nourriture. Donc, je suis parti avec comme seul condiment du sel, du poivre, non, même pas de poivre, du sel, de l'huile d'olive et du vinaigre. Voilà, en fait, je me suis dit que j'allais manger énormément de salade, du coup. Donc, je me suis dit, autant rendre le truc agréable et essayer de pouvoir agrémenter ça avec un peu de vinaigrette.
Et voilà. Et donc, les 2-3 premiers jours ont été galères. Vers midi et demi, je me retrouve paumé sur les plateaux de l'Aubrac. T'as pas un resto, hein, puis de toute façon, c'est pas le but d'aller manger au resto dans ce genre d'expédition. Et juste, c'était à quelle époque? Et on était en octobre. Et ouais. Et donc à ce moment-là, je regarde ma montre et je me dis, ah oui, il est midi et demi, il est l'heure de manger, mais qu'est-ce que tu manges? Il n'y a rien autour de toi, quoi. Et donc tu commences à regarder par terre un petit peu ce qui se passe et tu trouves des pissenlits. Les pissenlits, ça a le goût de la roquette, voilà. Mais ce que j'ai appris, c'est que les plantes sauvages, parce qu'elles ne sont pas cultivées sur des sols qui sont constamment labourés, etc., en fait, ont bien plus de propriétés nutritives que n'importe quel légume que tu peux trouver en supermarché. Et donc j'ai commencé à ramasser des pissenlits un par un, feuille par feuille. Ça m'a pris 40 minutes pour faire un petit quart, un petit gobelet comme ça que j'ai englouti en 30 secondes. Mais en fait, ça m'a appris au fil du temps, hein, pas instantanément, mais ça m'a appris la valeur des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as faim et que tu veux manger une salade, hop, tu vas à Carrefour, tu prends ta salade et en fait, tu réfléchis pas à tout ce qu'il y a derrière, à tout ce qu'il a fallu en fait pour ça. Le fait de cueillir tes feuilles une par une, ça remet les choses un peu en perspective. Et ensuite, donc voilà, j'ai mangé pendant 2-3 jours de la salade midi et soir. Et j'ai trouvé, au bout du 3e jour, j'ai trouvé des châtaignes, des noix. Et donc là, j'ai mis 5 kilos de plus dans le sac. Et j'ai pu en faire des réserves qui m'ont permis de continuer quasiment en fait, jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé, après, au fur et à mesure, des pommes, des coings. J'ai trouvé beaucoup d'herbes aromatiques. Et en fait, à partir du 4e, 5e jour, le matin, je partais avec une infusion chaude, quelques tranches de fruits. Le midi, je me faisais ma salade avec quelques noix. Et le soir, je me faisais une fat compotée de châtaignes, coing. C'est hyper calorique. Et je mangeais ça dans ma tente. Et là, j'étais le plus heureux du monde. T'es jamais passé devant une épicerie, une boulangerie? Enfin, je sais pas, si. Je suis passé dans le village de Saint-Énimie, qui est l'un des plus beaux villages de France. Et j'y suis passé, il était 11h30, 11h45. Donc toutes les cuisines étaient en ébullition à ce moment-là. Ça sentait le magret de canard, les trucs et tout. Et j'aurais voulu rester longtemps à Saint-Énimie, mais en fait, il a fallu que je me casse très vite parce que j'étais sur le point de craquer, quoi. C'était le 5e ou 6e jour, j'avais qu'une envie, c'était d'envoyer une grosse entrecôte, c'était pas possible, quoi. Et dans ton livre, tu mets aussi en avant des aspects philosophiques, spirituels de l'aventure. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la façon dont cette expérience a pu nourrir ta réflexion personnelle, ta foi dont tu as parlé quelques fois Et en fait, le fait de se délester finalement de ce qui est un peu superficiel, le fait de baisser les étiages, c'est-à-dire que, en gros, donc je suis parti avec cette idée de faire un raid de survie. Mais en fait, j'ai pas fait de la survie, j'ai vécu en fait tout simplement. Wow. Et en fait, le fait de se débarrasser qu'est-ce que tu vas manger ce soir, il faut que tu fasses des courses, il faut que tu surveilles enfin, le fait de se libérer complètement l'esprit de ça, de se dire en fait, tu as tes réserves, la nature va te donner en temps et en heure tout ce dont tu as besoin. En fait, ça m'a laissé énormément de place psychologiquement pour me concentrer sur la marche, sur des thèmes qui me sont beaucoup plus chers, donc l'émerveillement, la contemplation, le silence aussi énormément. Le silence, du silence naît l'introspection. Enfin, tu te connais beaucoup plus en fait quand tu marches, tout simplement. Je vous conseille vraiment de marcher. Si jamais vous traversez des périodes de votre vie où ça va pas trop, où vous posez des questions, partez marcher. En vrai, ça apporte énormément de solutions. Et voilà, que dire de plus? Qu'est-ce que tu faisais en marchant? Du coup, tu pensais, tu priais, tu Ouais. chantais, tu parles tout seul. Exactement. Ouais. Moi, je commence un peu mes journées en confiant ma journée à Dieu. Et en général, ce que je lui demande, c'est d'essayer de m'inspirer, que je trouve l'inspiration pour trouver les bons mots, pour transmettre cet amour que j'ai pour mon pays. Donc ça, c'est quelque chose que je lui demande assez fréquemment. Et ensuite, place à l'aventure, quoi. Le but, c'est vraiment de tracer un petit peu dans la verte. Et puis, moi, j'aime bien essayer de laisser le moins de traces possible derrière. Si je pouvais devenir invisible, je le serais, vraiment. Et essayer de pas laisser d'empreinte et de se faufiler à travers les bois. Et on va revenir maintenant à un peu, c'était un peu là ton rêve, c'était d'avoir une émission de télé. Je crois que ta émission préférée, c'était C'est pas sorcier. Oui. Est-ce que
ton émission Antoine l'Aventure, en fait, elle est destinée aux enfants. Pourquoi tu as choisi de t'adresser? Parce que tout ce que tu nous montres, ça pourrait s'adresser aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Pourquoi tu as choisi d'adresser ce message à un public plus jeune et quel est le message que tu souhaites transmettre à ces enfants? Alors, déjà, en fait, j'ai voulu faire une émission pour les enfants quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune émission qui parlait de patrimoine pour les enfants. C'est-à-dire que un matin, je regardais un peu la télé et je me rends compte que de toutes les émissions qui parlent de patrimoine naturel, de découverte de la France, des grandes émissions comme ça qu'on peut voir sur Arte, France 5, etc., elles s'adressent toutes à un public adulte, voire assez senior, quoi. Donc ce public adulte, enfin voilà, il se... En fait, ouais, je suis désolé, les émissions qui parlent de patrimoine en France, c'est un peu des émissions de vieux. De Stéphane Bern? Bah oui, quand même. Enfin, on va pas se mentir. Secret d'Histoire, c'est quand même très bien, mais enfin voilà, c'est pas les enfants qui regardent ça, quoi. Le patrimoine, en fait, le patrimoine, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas uniquement des vieilles pierres. C'est pas uniquement des vieux châteaux, c'est pas des églises qui sont en train de s'écrouler. Le patrimoine, au contraire, c'est quelque chose de vivant. C'est un témoin du passé qui nous ancre dans le moment présent et qui nous oblige pour l'avenir. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte en fait de toute la dimension de transmission qu'il y a autour de ce patrimoine et de la nécessité justement de le transmettre. Donc si on le transmet toujours aux mêmes générations, au bout d'un moment, ce patrimoine meurt. D'accord ? Donc il faut forcément le transmettre aux générations futures. Voilà, donc moi c'est dans cette optique-là en fait que j'ai voulu aborder les choses. Ce que j'essaye de transmettre aux enfants à travers cette émission, c'est deux choses. La première, c'est de leur montrer qu'il n'y a pas besoin de partir très loin pour être dépaysé, par la diversité des paysages qu'on a en France. Et la deuxième, c'est toujours la même chose, qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour vivre de belles et de grandes aventures. On est un peu bercé aujourd'hui quand on voit les récits de Mike Horn, de Blanchard, etc., qui font tous des trucs de fous. Mais ce n'est pas des trucs qui sont réalisables en fait, pour le commun des mortels, pour la plupart d'entre nous. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est vraiment l'accessibilité de l'aventure en France et le fait que, ouais, il n'y a pas besoin d'aller escalader des icebergs sur la banquise, en fait, pour se sentir vivant. Voilà, si jamais vous avez jamais randonné de votre vie, bah, mettez vos chaussures, partez dans un massif que vous ne connaissez pas, et voilà, mettez dans votre sac le nécessaire et partez à l'aventure. Moi, l'aventure, je la définis vraiment comme le fait de sortir de sa zone de confort. On la fixe tous à un certain niveau, on fixe tous le curseur à un certain niveau. Il y a des personnes qui n'ont jamais dormi sous une tente de leur vie, et pour eux, ça va être une expérience enrichissante et hors du commun, en fait. Moi, c'est ça que j'essaye de montrer sur cette émission. Et justement, dans cette émission, tu prends un ton parfois décalé, humoristique, pour adapter aux enfants. Donc, en plus d'être un aventurier, tu as dû te muer en acteur de théâtre. Est-ce que c'était quelque chose qui était naturel ou tu as dû travailler un peu ça Non, alors c'est pas du tout de l'acting, hein. Justement, en plus, donc, pour vous raconter en gros comment est constituée cette émission, donc je pars avec un cadreur et voilà, on est juste deux en fait à partir. Mon cadreur a aussi un micro. Et donc il me parle, et en fait, quand tu regardes un épisode de Antoine l'Aventure, ça dure 13 minutes, et donc tu as plus l'impression de voir deux copains qui partent à l'aventure en France, plutôt qu'un Jamie de C'est pas sorcier, très académique, qui présente la chose de manière très posée, très factuelle, etc. Là, le but, c'est vraiment de donner envie aux enfants, à la fin d'un épisode, d'aller explorer le Cantal, de savoir se servir d'une boussole, de savoir monter une tente, de savoir faire un feu, de savoir s'orienter, reconnaître les essences d'arbres, les différents oiseaux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez naturel, où moi je parle avec mon caméraman, lui me répond, il me pose des questions, ça me permet de lui répondre, et on délivre en fait les informations comme ça. Et juste un aspect un peu plus concret, comment ça se passe avec Canal? Est-ce que t'es libre dans ta réalisation? C'est vraiment toi qui proposes et tu fais ce que tu veux là-dessus? Ouais, j'ai de la chance, il me laisse vraiment carte blanche sur par exemple les idées de région ou quoi que ce soit. Il me propose aussi des thèmes. Chaque saison a son thème. Donc le thème de la saison 1, c'était les espaces un peu exotiques qu'on peut avoir en France, enfin chercher l'ailleurs en restant en France. Le thème de la saison 2, c'était les légendes. Donc ça, c'était un thème qui était très très chouette à aborder. Le thème de la saison 3, c'était les cultures régionales. Et là, la 4, 2025, c'est l'année des océans. Donc on va faire quelque chose autour des océans et du monde maritime en France.
Et alors c'est plus, on n'est pas très vieux, mais ça fait peut-être un peu boomer, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu vis-à-vis de la jeunesse, de les pousser à sortir, à la rencontre de la nature, et au lieu de passer, comme on d'ailleurs nous-mêmes, hein, sur notre téléphone ou sur les réseaux sociaux, qu'on se rende compte que grâce à tes vidéos, on peut passer des moments inoubliables juste en étant dans la nature, quoi. Ah bah oui, oui, moi je suis très content parce que j'ai des parents qui m'envoient des messages sur Insta en me disant ton émission c'est la garantie d'avoir des assiettes terminées et des chambres rangées le soir. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool d'entendre ça. Et ouais, de temps en temps, il y a des enfants qui me reconnaissent dans la rue et ça me touche énormément parce que je me dis, bon bah oui, en fait, enfin moi j'ai aucun retour, en fait, aucune. Je sais qu'on a à peu près les chiffres que ça fait, je ne les sais pas avec précision, mais du coup, quand j'ai ce retour très concret, je me dis, ah bah ouais, en fait, ça marque vraiment quoi. Donc il y a des enfants qui tannent vraiment leurs parents à Noël maintenant pour avoir des boussoles et des tentes quoi. Donc ça c'est cool quoi. Et justement, ça fait quoi comme chiffre à peu près Je le sais pas exactement, mais ça fait à peu près 50 000 vues par épisode. Donc il y a 10 épisodes par saison. Voilà. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de préservation de la nature et de l'environnement. Quel rôle penses-tu jouer en tant que créateur de contenu et dans cette prise de conscience collective? Est-ce que pour toi, c'est vraiment important, tout ce qui est lié à la nature et à l'environnement, qui est parfois un peu instrumentalisé, mais qui est vraiment un sujet important? En fait, ça serait mentir que de dire que je fais pas attention à l'environnement. C'est nécessaire aujourd'hui. C'est quand même un sujet majeur, qu'on le veuille ou non, qu'il soit politisé ou non. C'est quand même un sujet d'importance capitale. Maintenant, moi, je voyage pas en France par raison écologique. Je voyage en France vraiment parce que j'aime ça, en fait, tout simplement. En fait, sur les réseaux sociaux, je parle jamais d'environnement. Je parle toujours de patrimoine naturel. Parce que, en fait, il y a une dimension qui est bien au-delà de la simple écologie. Je vais prendre un exemple tout simple. En fait, mettons que demain il y a une catastrophe naturelle et que les marais de Camargue soient entièrement sous les eaux. Bon, c'est une catastrophe écologique parce que les marais de Camargue, c'est une réserve de biodiversité immense, etc. Mais au-delà de ça, par effet de domino, en fait, c'est toute la culture camarguaise qui disparaît à son tour. C'est-à-dire qu'en France, la diversité des cultures régionales est implantée directement dans la diversité des paysages naturels. Si on ne prend pas soin de nos paysages, en fait, si on ne prend pas soin de nos environnements, on ne prend pas soin non plus de nos cultures régionales. Tout est ancré en fait dans des paysages en France. Si vous prenez les châteaux de la Loire, ils ne sont pas construits comme ça, un peu au pif, ils sont construits justement parce qu'il y a la Loire, donc un de nos patrimoines naturels notables, qui servait à l'époque de route commerciale. Donc c'est important comment dire, d'appréhender justement nos milieux naturels, notre environnement, pas uniquement d'un point de vue écologique, mais vraiment d'un point de vue sur un enjeu social et culturel, quoi. Il faut prendre soin de nos paysages pour prendre soin de notre identité, voilà, tout simplement. Et est-ce que justement, on voit qu'il y a un peu un retour à quitter les grandes villes, à faire parfois des métiers plus concrets? Est-ce que aussi l'intérêt des Français pour ces paysages et sa géographie, ça va pas avec ça? C'est que tu crées une envie de revenir un peu au réel Hum, Moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros attrait en ce moment là, pour le patrimoine sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'influenceurs, là, des collègues, là, les influx terroirs, comme on les appelle. Là. Le patrimoine, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui rassure parce que c'est quelque chose d'immuable. En fait, c'est quelque chose qui était là avant nous, qui est là dans l'instant présent et qui sera là encore après nous. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement et ça fait du bien, je pense, dans ces sociétés où parfois tout va un peu vite, où on est un peu dépassé par les événements, de se rattacher à quelque chose d'immuable et qui bouge pas. Enfin, moi, c'est la vie que j'en ai. Donc, ouais, je pense que voilà, les gens sont sensibles à ça, justement, parce que c'est un peu un phare dans la nuit. Voilà, c'est un peu un roc, un point d'attache voilà, assez solide. Ouais. Ouais. Mais justement, est-ce que, pour parler un peu de tes projets futurs, est-ce que tu vas être au chômage? Ou est-ce que t'auras fait un jour le tour de tous les beaux paysages et c'était exceptionnel et du coup tu n'auras plus de contenu à produire? Ou vraiment c'est inépuisable? Pour être honnête, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour découvrir toute la France. Et je parle juste de la France métropolitaine. Vraiment, moi maintenant ça fait 5-6 ans que je me tue à la tâche et je pense que j'ai pas encore découvert même la moitié du pays. C'est grand, c'est très varié et c'est absolument extraordinaire.
Donc ensuite, une fois que j'aurai bien sillonné la France, mais même parallèlement à ça, je vais commencer à explorer un peu les dom-toms aussi, parce que j'ai quand même pas mal d'abonnés qui me suivent depuis les départements et territoires d'outre-mer, et qui se considèrent français aussi, et qui souvent se sentent un peu oubliés par les grands sujets de société qu'on a en métropole. Et puis, mon rêve, ça serait d'aller marcher au Kerguelen. Donc, les îles Kerguelen, c'est des îles qui sont aux confins de l'océan Antarctique. C'est donc un territoire français et vraiment une île presque vierge de toute activité humaine. Et voilà, j'aimerais beaucoup faire un beau sujet de documentaire. C'est un de mes objectifs de carrière. Ouais. Oui, donc tu as déjà un peu répondu à la question, mais de comment tu vois l'avenir de ton activité. Et je crois que j'ai vu passer ça. Est-ce que tu as des projets aussi avec la jeunesse, d'emmener des jeunes à l'aventure? Est-ce que tu peux nous en dire, Ça, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup emmener des jeunes qui n'ont pas trop l'occasion de partir en vacances, qui restent un peu bloqués chez eux. J'aimerais beaucoup pouvoir les emmener voilà, à l'aventure, découvrir la France, pour qu'ils s'approprient aussi leur pays, leur patrimoine. Donc ouais, ça serait une chouette chose à monter. Ouais. Et tu pourrais aussi peut-être nous faire un guide de toutes les balades que tu as faites pour qu'on puisse... C'est en cours, ça. Ça sera pour 2026. Ah bah Je parfait. suis avec Hachette, on est en train de travailler sur un très beau livre. Et enfin, pour conclure, d'abord, 2 sites incontournables que tu nous conseillerais là pour qu'on puisse partir, un l'été, un l'hiver, là la semaine prochaine et un cet été. Bah, alors la semaine prochaine, faites comme moi, partez sur les plateaux du Vercors. C'est la plus vaste réserve naturelle de France. Il y a 270 000 hectares, je crois, de réserves, de plateaux où il n'y a pas une route, où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de village. On est vraiment c'est un des derniers endroits sauvages en France, en fait. Donc moi, c'est pour ça que j'aime énormément y passer du temps. Vous vous arrêtez à la gare de Clèlement. Voilà, faut faire un Paris-Grenoble et ensuite 1 heure de TER entre Grenoble et Clèle, la gare de Clèle. Et ensuite, vous rejoignez le pas de l'Aiguille. J'espère que vous prenez des notes là. Vous rejoignez le pas de l'Aiguille, c'est 1 heure de marche et ensuite, voilà, ça y est, vous êtes dans le sauvage et pareil pour l'aventure. Donc ça, c'est pour cet hiver. Et pour cet été, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour les Pyrénées l'été dernier. Notamment le cirque de Gavarnie qui m'émeut énormément à chaque fois que je me trouve dedans. Ouais, j'ai vu la vidéo, on se demande même si c'est en France en fait. Ouais, c'est marrant pour ceux qui ont joué un peu aux jeux vidéo, ça fait un peu le bout de la map, quoi. C'est un peu, on a l'impression que derrière il n'y a plus rien parce que c'est une immense muraille. Victor Hugo d'ailleurs la décrivait comme ça, comme une grande muraille, comme l'édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes. Et oui, en fait, bon, bah, derrière il y a l'Espagne, mais effectivement quand on est dans Gavarnie, on a l'impression que derrière c'est le bout du monde, quoi. Vraiment. Et Xavier, on a une traditionnelle question à la fin. Quel message d'espérance aimerais-tu transmettre à la fois à la jeunesse, mais à tout le monde, à ceux qui rêvent d'aventure, qu'elles soient physiques, spirituelles ou simplement humaines? Un petit message d'espérance. Oh, moi je suis pas du tout inquiet pour les générations à venir en vrai. Je l'étais peut-être un petit peu autrefois, mais mon point de vue a un peu évolué. Je pense que on a quand même énormément de ressources. On a un pays qui est magnifique, avec des paysages que le monde entier nous envie. Donc ouais, non, il faut avoir envie de le découvrir. Peut-être, je sais pas si c'est trop un message d'espérance, mais je voudrais vous parler d'un film. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. C'est Le Roi Lion. Qui a jamais vu Le Roi Lion ici? Ouais, personne. Non, pourquoi je vous parle du Roi Lion? Parce que je l'ai re-regardé récemment. Et en fait, il y a un truc qui m'a interpellé. Il y a un message quand même qui est assez fort là-dedans. Pour vous résumer vite fait, allez, parce que vous la connaissez, hein, mais je vais vous résumer vite fait l'histoire du Roi Lion quand même. C'est donc un jeune prince qui se fait bouter de son royaume après la mort du roi, donc son père. Et puis il erre comme ça à travers la savane, jusqu'à tomber sur 2 immenses babacools, 2 grands hippies, qui lui disent écoute, Hakuna Matata, en fait ton passé c'est du passé, t'en soucies plus. Le futur il n'est pas encore arrivé, donc vis l'instant présent et voilà, et profite de l'instant présent. Et donc Simba, bon, bah, clairement c'est Hakuna Matata pendant plusieurs années de sa vie, mais au bout d'un moment il sent quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Il sent que voilà, manger des insectes et pas se doucher et voilà, c'est au bout d'un moment ça va bien 5 minutes, et il sent qu'il y a quelque chose de plus grand que ça qui le travaille. Et
il y a cette scène qui est magnifique où il y a son père qui lui apparaît dans les constellations d'étoiles et qui lui dit cette phrase. Et vraiment, cette phrase m'a marqué. Il lui dit « Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais ». Et je trouve ça magnifique, en fait, parce que c'est une phrase qui fait écho directement à tous les thèmes qu'on a abordés ce soir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient, parce qu'on ne peut pas savoir où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient. Voilà. Yes. Bah, merci beaucoup et bon voyage dans le Vercors avec les loups. Ouais. Et puis s'il y a d'autres personnes qui ont 2-3 questions, n'hésitez pas, venir chercher le micro. Merci Antoine. Moi j'avais une première question. Je pense que quand tu marches à travers toute la France, tu rencontres des gens, des Français, des gens qui vivent là. Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que tu te sens un peu leur porte-parole aussi? Et quels sont les sentiments? Est-ce que les gens croient en leur pays, croient au destin de la France? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont désespérés par la situation actuelle? Ah non, je rencontre jamais de gens désespérés, vraiment. Non, à chaque fois que je fais des rencontres, c'est des beaux échanges, c'est des gens qui me partagent leur vie, qui me partagent leurs souvenirs, qui me partagent aussi parfois leur expertise. Là, sur la dernière saison, sur les cultures régionales, j'ai rencontré des bourreliers, c'est-à-dire des gens qui fabriquent les grandes courroies qui supportent les cloches des vaches dans les Alpes. J'ai rencontré des centonniers en Provence. Voilà, je rencontre énormément de gens qui me partagent leur passion et qui me nourrissent en fait cet amour encore plus fort, plus grand en fait que je porte à mon pays. Et non, en fait ça interpelle toujours quand je dis que je voyage uniquement en France. On me demande de temps en temps si j'ai pas peur de me fermer l'esprit en fait à la rencontre des autres peuples, etc. Et je leur réponds tout simplement que en fait non, moi l'ouverture d'esprit elle se limite pas en fait aux milliers de kilomètres que tu vas parcourir. L'ouverture d'esprit c'est quelque chose de très concret qu'on fait là ce soir. Et je leur dis en fait pour moi il n'y a pas d'hierarchie, c'est pas plus important d'aller rencontrer les Papous de Nouvelle-Guinée plutôt que d'aller voir comment les Alsaciens en fait vivent et font vivre leur région. Très important en fait, on a cette chance-là en fait d'avoir une diversité culturelle qui est immense. La France c'est quand même un tout petit pays, c'est 1000 km du nord au sud et du nord Pas-de-Calais jusqu'à Montpellier. En fait, tu traverses des pays. En fait, il y a tout qui change. Les paysages changent, l'architecture change, la gastronomie, les langues, l'histoire, les coutumes, etc. Tout change en fait dans notre pays. C'est incroyable. Donc vraiment moi cette ouverture d'esprit, vraiment je la trouve ici en fait. Je la trouve en allant à la rencontre des gens. Et ouais non, ils sont toujours très touchés et ils ont beaucoup de plaisir à voir qu'on s'intéresse à leur région, qu'on les met en valeur. À ceux qui sont le plus fiers de leur région, c'est les Bretons. Alors faut vraiment pas les chercher là-dessus à chaque fois. La vidéo qui a le plus marché sur mon compte Instagram, c'est une vidéo où j'encense les Bretons pendant 1 minute 30 et ils étaient tous au taquet et tout. Mais il faut qu'on soit fiers tous de nos régions. Moi, je viens de Bourgogne et je suis fier d'être bourguignon. Voilà. Je voulais te poser une question sur ton métier qui est extrêmement paradoxal parce que tu pars dans la nature, dans le grand sauvage, et en même temps tu as toujours besoin de prendre ton téléphone pour faire une story Instagram, une caméra pour filmer. Du coup, quel équilibre tu gardes entre ce côté ultra technologique où tu es dans les tendances Instagram et en même temps tu pars dans le grand sauvage explorer la nature? En fait, il y a beaucoup de choses que je fais sans le montrer, mais donc du coup on le voit pas puisque je le montre pas. Mais après, dans ces expéditions que je partage justement, il y a vraiment des moments que je me garde à moi. En fait, des moments, par exemple, je sors jamais. Alors, parfois, si j'ai quelque chose d'intéressant à montrer au réveil, je le montre. Mais généralement, j'essaie de me fixer des horaires pendant lesquels en fait mon téléphone reste rangé au fond de ma poche. Et voilà, et j'essaye justement de garder ça, en fait, de garder ces moments pour moi. Si j'étais toujours avec mon téléphone dans la main, je pense qu'au bout d'un moment, ça serait moins authentique. Il y a toujours une tentation, hein, je te le cache pas, il y a toujours cette tentation voilà, ton téléphone vibre, il sonne, tu as envie de le regarder, etc.
C'est pas évident de trouver le bon équilibre, mais il y a vraiment des moments voilà, que je garde pour moi, des beaux couchers de soleil, une observation d'animaux, etc. Et je pense que c'est des moments qui sont très précieux justement pour pouvoir continuer d'entretenir cette flamme et cette authenticité derrière. Quel a été le lieu en France qui t'a posé le plus de difficultés pendant une aventure? Sans aucun doute le Mont Blanc, l'ascension du Mont Blanc. Encore une fois, aujourd'hui tout est extrapolé sur les réseaux sociaux. On voit énormément de gens qui gravissent le K2, qui gravissent l'Everest. On a finalement presque l'impression que le Mont Blanc, c'est ni plus ni moins qu'un dos d'âne et une petite balade de santé. C'est l'effort le plus physique et le plus intense que j'ai jamais fait de ma vie. Je suis parti en solitaire, enfin pas en solitaire, mais juste seul avec un guide, un de mes amis, pour faire cette ascension. L'objectif, c'était de la faire en aller-retour sur 24 heures, à peu près, entre 24 et 48 heures, enfin de passer juste une nuit au refuge du Goûter à 3800 mètres d'altitude. Et en fait, donc voilà, il faut s'imaginer que tu pars de Chamonix. Pour ceux qui ont envie de la faire, voilà, mon but c'est pas de vous dégoûter, mais de vous avertir un peu que voilà, c'est pas une balade de santé. Tu pars donc de Chamonix à 1500. Il faut donc que tu montes jusqu'à à peu près 3000 mètres au premier refuge, le refuge de Tête Rousse. Ensuite, tu dois passer dans le couloir de la mort, où là, en fait, qui mérite bien son nom parce que y a des rochers qui te tombent littéralement en fait, sur la figure si tu fais pas attention. Donc il y a des créneaux qui sont très très courts pendant lesquels tu es limite obligé de presser le pas, mais tu as des crampons. Donc si jamais tes crampons se prennent en fait, dans ton pantalon, tu chutes et tu te retrouves de retour à Chamonix très vite. Et après ça, tu as une immense arête rocheuse à monter où là, ça s'apparente presque à de l'escalade. Donc il faut être quand même assez en forme physiquement. Et là, tu arrives ensuite donc, au refuge du Goûter à 3800 mètres d'altitude. Au refuge du Goûter, tu manges très tôt, tu te couches très tôt, tu dors quasiment pas parce qu'il y a l'altitude qui t'empêche de dormir. Il y a l'adrénaline du lendemain, la pression, tout ce que ça engendre. Et tu te réveilles vers 1h30, 2h. Tu dois t'équiper à la frontale et puis partir en fait, à l'ascension du Mont Blanc. Donc c'est une marche d'approche qui est relativement longue avant d'arriver à ce qu'on appelle les 3 bosses. Donc c'est vraiment trois endroits qui s'apparentent un peu à des sortes d'escaliers, dont un où tu es vraiment obligé de mettre les mains pour t'aider. Il y a des passages aussi où tu peux mettre juste un pied devant l'autre avec le Mont Blanc d'un côté qui est genre juste à côté de toi et le vide en dessous. Donc là, il faut vraiment pas être vertigineux. Et ensuite, c'est une longue ascension jusqu'au sommet. Et une fois que tu arrives au sommet, là, ton cerveau, il débranche, tu as l'impression de l'avoir fait. Et en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est qu'il y a toute la descente. Et j'en veux énormément aux alpinistes de toujours parler de la montée, de l'ascension, et jamais de la descente, en fait. Parce que la descente est terrible. T'es fatigué, t'es crevé, t'en peux plus. Tes genoux, ils ramassent. Toutes tes articulations ramassent énormément. Moi, j'ai passé... la descente a duré... alors j'étais au sommet à 7h du matin et j'étais à Chamonix vers 14h, 15h. Et on n'a pas fait de pause pour déjeuner. Voilà, donc c'est une descente qui est très longue et je passais mon temps à me tordre les chevilles, avec les genoux qui sont complètement chancelants. Et au bout d'un moment, t'es épuisé, vraiment épuisé. Je pense que j'ai mis bien une semaine à m'en remettre. Mais alors justement, en matière de préparation pour ces aventures-là, alors je pense tant à la préparation, on va dire, matérielle, itinéraire, etc., que la préparation habituelle, c'est-à-dire physique. Comment est-ce que tu t'organises tant pour une aventure donnée que de façon générale pour être en forme? Je fais beaucoup de sport au quotidien et puis après j'essaye de toucher à tout. Après je suis pas un grand planificateur, c'est-à-dire qu'un beau jour j'ai eu envie de descendre la Loire en canoë alors que j'avais jamais fait de canoë de ma vie avant. Donc comment j'ai fait concrètement? Je me suis donné une période, je suis allé chez Decathlon m'acheter un canoë. C'était la pire idée, hein. C'est vraiment faut pas descendre la Loire avec les canoës Decathlon. Et donc j'ai fait ça comme ça un peu. L'aventure c'est aussi de l'imprévu, tu vois. Donc moi je préfère laisser cette part d'imprévu à une extrême planification parce que bon, de toute façon tu auras toujours des déconvenus, toujours des imprévus. Donc c'est important d'être prêt physiquement quand même, d'avoir une bonne forme physique, tout dépendant de ce que tu veux faire ensuite. Si tu veux partir faire 3 ou 4 jours de rando dans le Vercors par exemple, il n'y a pas besoin d'une grande préparation physique. Il y a besoin d'une petite préparation logistique, de savoir ce que tu vas mettre dans ton sac, donc de calculer ton nombre de repas,
de prévoir suffisamment d'eau, peut-être un filtre à eau pour pouvoir être autonome en eau. De bien, moi je te conseille d'acheter les cartes IGN à chaque fois, même si c'est plus très intuitif aujourd'hui et qu'on se sert beaucoup de nos portables, c'est bien parce que ça nous permet de nous projeter un peu dans la géographie, etc. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de l'expédition que tu as envie de faire. Une petite expédition ne demande pas énormément de préparation. On reste en France, c'est quand même des milieux, même s'il y a des milieux sauvages, on n'est pas perdu au fin fond du Yukon ou de la Mongolie. Donc, je sais pas si ça répond trop à ta question, mais ouais. Si, c'est ça en fait, mais en termes de matériel, parce qu'on en parle souvent, c'est vrai qu'on peut vite avoir peur parce que ça peut vite coûter cher, etc. C'est quoi un peu tes incontournables, ce que tu mets forcément dans ton sac, et ce qui va en fait complètement changer de l'un à l'autre? Alors, il faut, si tu veux marcher, il faut des bonnes chaussures. Ça, c'est vraiment le truc principal, des bonnes chaussures. Il faut avoir un sac à dos qui épouse bien la courbure de ton dos, et qui soit bien équilibré. Et ensuite, ce que tu mets dedans, bon, bah, si tu pars en été, il faut de toute façon un matelas, un tapis de sol, un réchaud, et après quelques habits. Et en fait, c'est tout. Il y a vraiment pas besoin il y a vraiment pas besoin de plus. Et c'est ça que je trouve génial en fait dans ce genre d'aventure, c'est que tu te délestes en fait de tout ce qui t'encombre un petit peu au quotidien. Tu gardes que le strict nécessaire. Donc voilà, pour un incontournable, voilà, un couteau, un filtre à eau, des bonnes chaussures, un bon sac, matelas, duvet, quoi d'autre, peut-être une batterie portable pour alimenter soit ta lampe frontale, soit ton portable. Et ouais, je crois que c'est tout. Réchaud, ouais. Ouais, ça fait pas beaucoup de choses en vrai. Et là, mon sac pour demain, je pars pour 2 jours et demi. Et oui, il se compose globalement de ça, quoi. Tu peux réduire énormément sur les habits après, tu vas essayer de prendre de moins en moins. Tu parlais des cartes hygiène. Ouais. En fait, il n'y a qu'en France qu'on pourrait faire ce genre d'expérience, parce que c'est le seul pays qui est cartographié de. Ça, je savais même pas. Ah oui? Ben, je crois que c'est le seul pays, c'est grâce à l'hygiène, qui est cartographié du nord au sud au mètre près. Voilà, encore une bonne raison d'être content de son pays, quoi. On parle du chat et de Mistral, mais je crois qu'en Italie, il n'y a aucune carte de. Ah ouais, je savais pas du tout. Rando. Bon bah voilà. Ah bah, allez au Vieux Campeur, j'y étais avant-hier, là, ils ont un nombre de cartes IGN et de topo guides. Vraiment, si vous savez pas quoi faire, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée d'aller se perdre. Je fais pas de la pub pour le Vieux Campeur, hein, j'ai pas d'action chez eux, mais d'aller à la boutique librairie du Vieux Campeur, qui est au-dessus du boulevard Saint-Germain. Et là, vous verrez plein de topo guides sur plein de randos à faire, plein de boucles à faire en France, etc. Il y a vraiment de tout. Enfin, il y a des guides nautiques. Moi, j'avais pris un topo guide pour la descente de la Loire. Il est disponible là-bas aussi. Enfin, plein de choses à faire. Vraiment plein. Merci pour ton témoignage. Comment est-ce que tu vis je sais pas si on a déjà vécu, mais les grosses blessures physiques? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu vois vraiment comme un échec en disant je suis allé trop loin? Est-ce que tu te dis ok, c'est le moment de me poser? Enfin, comment est-ce que tu vis ça? Alors, donc comme je disais tout à l'heure, moi je reste quand même assez prudent et précautionneux, on va dire. Donc j'évite de me retrouver dans des situations où je pourrais me blesser. Le but, encore une fois, c'est vraiment de rendre de l'aventure, de montrer des aventures accessibles que, entre guillemets, tout le monde pourrait faire. Donc voilà, j'évite de me mettre dans ce genre de situation. Toujours est-il que quand j'ai fait cette descente de la Loire, en n'ayant jamais fait de canoë de ma vie avant, je me suis retourné à de multiples reprises dans des rapides qui étaient beaucoup trop techniques pour moi. J'ai perdu énormément de matériel et effectivement, je me suis pas mal coupé les mains, les pieds sur des rochers. Et à la fin de chaque journée, je faisais un petit état des lieux de mes coupures, de mes petits bobos. Et au bout d'un moment, j'étais à Roanne, donc quasiment 300 km après la source, parce que j'étais parti de la source de la Loire. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu, que mon drone avait pris l'eau, que mes GoPro, il y en avait une que j'avais laissée au fond de la Loire, en fait, un petit peu plus en amont, que j'avais les pieds complètement en sang, les mains bien avec plein d'ampoules à force de tenir la pagaie et les mains constamment mouillées. Et là, au bout d'un moment, pour la première fois, je me suis dit, bon, j'arrête et je reviendrai pour essayer de tronçonner un petit peu le trajet, donc de faire, plutôt que de vouloir y aller tête baissée comme je voulais le faire d'une traite, de faire des petits tronçons de 150-200 km
sur une semaine, voilà, et c'était beaucoup plus raisonnable. Voilà, donc, ça m'apprend beaucoup à rester humble, on va dire, et raisonner face à la nature. Parce que si on fait pas attention, elle peut vite nous mettre à l'épreuve quand même, même en France.